Celui que je combats à chaque fois, c'est la version rêvée de moi-même. Donc mon sparring partner, c'est moi. Et ce qui est relou mais cool, c'est que je gagne jamais. Bonjour, je suis Loïc Prigent, vous écoutez Louis Vuitton Extended, le podcast. Dans cet épisode, j'ai eu la joie de discuter avec Tahar Rahim, acteur césarisé, figure internationale du cinéma et ami de la maison Louis Vuitton. J'ai toujours été fasciné par la façon dont les grands acteurs sont capables de repousser leurs limites. C'est pourquoi je me suis particulièrement intéressé à la profondeur de son jeu d'acteur, à sa préparation et à l'authenticité de ses interprétations. Comment est-ce qu'on parvient à ça ? Nous avons évoqué sa façon d'habiter des personnages complexes, parfois aux antipodes de sa personnalité, et ce qu'il souhaite transmettre. Bienvenue à la masterclass Tahar Rahim. Bonjour Tahar Rahim, ravi de vous recevoir. Alors, moment de vérité, quand vous vous êtes retrouvé par hasard dans une voiture de production avec Jacques Audiard et que vous êtes resté silencieux, est-ce que c'était de la timidité ou pour l'intriguer ? Ni l'un ni l'autre. C'était pas de la timidité, certainement pas. Et pas pour l'intriguer non plus, parce que dans les deux cas, ça ne fait pas partie de ma nature. C'était plus un instinct ou quelque chose d'assez logique, qui me paraissait logique. Moi, je me disais, un réalisateur de ce calibre-là, je vois pas comment on peut le séduire autrement, ou en tout cas exister plutôt, autrement que par le travail ou par quelque chose de concret. Donc, tant qu'à faire, autant se taire, plutôt que de dire une bêtise. C'est bien d'être raisonnable des fois, de se garder. Il vaut mieux. Ouais. Depuis un prophète qui vous a révélé au grand public jusqu'à vos rôles internationaux, votre carrière a connu une trajectoire complètement hallucinante. Comment est-ce que vous percevez votre évolution en tant qu'acteur ? Je peux pas dire que je sois satisfait, parce que j'ai du mal à regarder en arrière. Au contraire, je suis assez insatisfait généralement, mais pas au point d'être triste ou déprimé. Je suis très heureux de ce que je fais, des choix que je peux faire. Je crois que j'apprends un peu plus mon métier à chaque film, et un peu plus à me libérer moi-même. Parce que je pense que c'est des vases communicants. Je veux dire, l'expérience du cinéma, par endroits, va nourrir l'homme, et l'expérience de l'homme va nourrir l'acteur. Je pense que finalement, c'est presque... En fait, la frontière entre les deux, elle est liquide. Mais insatisfait. Insatisfait, oui, ouais. C'est peut-être j'ai un côté perfectionniste, et sportif. C'est pour ça que je regarde deux fois mes films, pas plus. La première pour le découvrir, la deuxième pour pouvoir en parler clairement. Quand je dois le défendre, après, je regarde plus jamais. Parce qu'on trouve des défauts, on voit des choses qui nous plaisent moins. Et puis, j'ai la sensation que si on se regarde trop, on va finir par s'auto-corriger. Et si on commence à s'auto-corriger, je pense qu'on entre dans une hyper-conscience du jeu qui est pas bonne. Il y a toujours un équilibre. Moi, le maître mot général dans ma vie, c'est équilibre. Je pense, tout fonctionne en équilibre, si on veut que ce soit harmonieux. Et si vous pouviez remonter le temps et prodiguer un conseil au Tahar qui va commencer à jouer dans le prophète, ce serait quoi ? Je n'en donnerais pas. Je crois qu'il faut rien changer de ce qui s'est passé. Cette justesse-là ? Ouais, je changerais rien. D'abord, c'est très compliqué de donner un conseil à quelqu'un qui débute, parce que on est tellement rempli d'un fantasme qui, à la fois, peut être un obstacle, un problème, mais en même temps, c'est tout ce qui donne une force à un jeune acteur ou une jeune actrice, qui fait que l'insouciance qui l'habite peut provoquer parfois soit des accidents joyeux, soit une audace impressionnante qui permet justement d'accéder à l'impossible parfois. Donc c'est très compliqué de donner des conseils. À part, il y en a un que moi je me donne à moi-même, c'est évidemment le travail. Il faut continuer à travailler, ne jamais s'imaginer qu'à un stade dans son chemin d'acteur, il n'est plus nécessaire de travailler. Une fois de plus, ça rejoint encore l'expérience de l'être en soi. Mais sinon, tenir sa ligne. Si on estime qu'on tient une ligne instinctive, où il y a une manière d'avancer dans ce métier, et de se dire que voilà, j'ai la sensation de tenir ma vérité à moi, qu'on n'impose à personne d'autre, évidemment, je pense qu'il faut le tenir. Il faut la tenir. Même si elle évolue entre-temps, il faut tenir sa ligne, je crois. Une rigueur, c'est ça ? Une sorte de rigueur, exactement. Okay. Quand je vous vois incarner des rôles très divers en France ou à Hollywood, c'est une volonté de votre part ou c'est pour explorer des univers hyper différents ou est-ce que c'est au gré des propositions ? C'est explorer des univers différents.
Ah ouais. Parce qu'il y a comme je suis très très étroitement lié à mon enfance et à ce joyau de la vie qu'est l'insouciance qu'on est obligé de quitter à un moment. Sinon, on ne sera pas suffisamment responsable dans un monde d'adultes. Et c'est quelque chose qui m'habite profondément. Et donc, ça a un rapport avec, j'appellerais ça comme ça, mais la virginité. Cette fameuse première fois qu'on a, et qui n'existe de facto qu'une fois. C'est d'essayer de s'en rapprocher constamment. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour ça, et éviter de m'ennuyer, et de me donner des challenges aussi, c'est d'essayer de jongler dans des univers différents, à chaque fois de rebondir vers des terrains que je n'aurais pas explorés, à risque pour moi, qui m'éviterait en tout cas de me figer à un endroit et d'oublier finalement le privilège que j'ai de faire ce que j'aime. Et aussi, je pense que ce goût pour l'étranger aussi, est, une fois de plus, étroitement lié à mon enfance, où là, le quartier populaire d'où je viens était peuplé de gens et de familles qui venaient du monde entier et qui apportaient leur culture, leur richesse. Et c'est cette fusion, cette addition de choses qui m'a donné certainement le goût pour le voyage, pour la culture de l'autre, pour les langues. Et ensuite, je pense que la fenêtre qui rassemblait tout ça de manière en tout cas ludique pour moi et onirique, c'était le cinéma. Il y a une tendance quand même qui se dessine, c'est des personnages historiques ou réels. Il y a eu Désigné coupable, Le Serpent, Napoléon, enfin Barras dans Napoléon, Monsieur Aznavour. Qu'est-ce qui vous attire personnellement dans l'interprétation de figures historiques ou réelles ? Alors ça, pour le coup, c'est pas un choix. C'est un mélange de choses. C'est-à-dire que je choisis, évidemment, ce que je reçois. Parfois, j'essaie de les provoquer et parfois, nos choix envoient des signaux. Et ensuite, ça vient. Oui. C'est vraiment quand ça m'arrive, soit je les prends directement, soit je doute, j'hésite, mais ça reste toujours cette association, cette formule, si vous voulez, entre un réalisateur ou une réalisatrice, un scénario, un personnage, et ce que ça va raconter. Et moi, j'aime me rappeler du spectateur que je suis encore, qui aime faire des films, qui veut voir à un endroit. Et ça me plaît beaucoup. Il y a une différence quand on doit incarner des gens qui existent ou qui ont existé, mais surtout qui existent encore, ou qui ont existé aussi. Mais c'est cette espèce de responsabilité qu'on a envers les gens qui vont nous prêter leur histoire. Et si on parle de Mohamed Ousslahi, par exemple, dans Le Mauritanien... En anglais, c'est ça. The Mauritanian, ouais. En anglais. C'est que son histoire était plus importante que le cinéma, en vérité. Donc j'ai ressenti une espèce de responsabilité qui était vraiment plus importante et plus grande. Ça dépassait cette fonction-là. Je voulais m'aligner au-delà de ce qui me plaisait dans le film et de l'incarnation du personnage. Évidemment, ça démarre là, puisqu'on fait du cinéma, c'est l'art du faux. Même si on tente de toucher à la vérité à chaque fois et parfois même de se brûler un petit peu. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Là, vous l'aviez en tête tout le temps, c'est ça ? Lui, il est dans un coin de votre tête à chaque moment du tournage, j'imagine. Oui, il est avec moi, mais c'était là où je l'ai senti le plus, c'est quand il découvrait le film. À côté de vous ? Non, ça va pas, je serais pas resté. Je savais qu'il le découvrait. Et j'étais inquiet. Parce que je voulais pas qu'il se sente diminué, trahi ou que ça ne lui plaise pas, tout simplement. Vous l'aviez rencontré avant le tournage ? On tournait en Afrique du Sud. Et là, juste pendant le tournage, il est venu et je l'ai rencontré. Et c'est vrai qu'après avoir traversé théoriquement son histoire avant de l'incarner, j'avais la sensation de le connaître. Et quand on s'est tombé dans les bras, j'avais cette espèce de ressenti de prendre dans les bras quelqu'un de ma famille que j'avais pas vu depuis longtemps. Et il m'a appris, j'ai appris quelque chose de très fort, que j'essaie de m'appliquer, c'est cette notion de pardon qu'il a poussé au plus haut. Pardonner ses geôliers et pardonner ce que le monde lui a fait. C'est quelqu'un quand même qui était très bon, qui est entré dans cet enfer, innocent, qui en ressort meilleur que quand il est entré. C'est prodigieux. Et j'y ai trouvé une vraie leçon de vie que j'essaie de m'appliquer. C'est pas simple, et pourtant,
Parce qu'il y a 70 jours de torture non-stop à un moment donné. Quoi. Ouais. Comment on sort meilleur de ça? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça méritait au moins un film. Est-ce qu'il y a un rôle de personnage réel ou historique qui vous titille, que vous aimeriez faire? C'est tellement compliqué. Je sais. Je dirais Mohamed Ali. Ce serait pas mal, hein? Ça serait extraordinaire. Ça a déjà été fait et admirablement bien. Mais ouais, ça aurait été, si c'était possible, dans un monde où c'était possible, Mohamed Ali et Bruce Lee, oui, puisque les deux sont des héros de mon enfance. Et pas pour rien, c'est intéressant parce que quand je regardais Bruce Lee, gamin, c'était la castagne, c'était Bruce Lee, quelque chose qui nous faisait rêver. Mais surtout, c'était déjà sorti depuis longtemps en salle et nous, on le découvrait en télé et on avait tous les enfants qu'il a donnés, derrière, les Jean-Claude Van Damme et tout le reste. Plus tard, rétrospectivement, je me rendrai compte que le héros que lui représentait était quelqu'un qui pouvait nous ressembler par endroits. En tout cas, dans lequel on pouvait se projeter. C'était tout le temps un justicier qui n'était pas vraiment regardé, qui parfois allait se venger de l'oppresseur d'une certaine manière, qui se battait pour sortir de sa condition et qui gagnait. Oui, invincibilité. Invincibilité, valeur. Ça, c'est pas mal. Ouais, il était incroyable aussi. Puis ce qu'il a fait pour que ce soit artistiquement ou pour des gens qui sont issus de l'immigration d'une communauté autre que le pays dans lequel ils ont grandi, c'est extraordinaire pour l'époque. Vous avez dit que le cinéma était une passion et qu'il est devenu un besoin. Mmh. Ça a été quoi le moment charnière? C'est devenu un besoin quand j'étais encore spectateur, quand j'étais en train de me projeter à travers la toile. Et je pouvais plus me passer de la salle et de regarder des films en pensant que c'est la salle qui m'y a amené, en pensant que c'était que la salle, mais quand je vais étudier le cinéma à la fac, je découvre la médiathèque. Et ça avait le même effet sur moi. Donc je me rends compte qu'en fait, c'était un besoin. Ensuite, j'avais cette espèce de télé magnétoscope combiné, le truc qu'il fallait jamais acheter en vérité, parce que si l'un tombe en panne, l'autre est foutu. Mais j'avais ça. Et le soir, je regardais encore des films. Ah ouais. Je m'endormais avec des films, tout le temps. Vous consommiez comme un malade? Ouais. Genre 10 par semaine? 15. Ah ouais. Il y a eu une période où j'en regardais 15 par semaine. Mais maintenant, je peux plus trop le faire, malheureusement. Oui, mais quand on en a fait 15 par semaine pendant un moment, ça va. Oui, mais c'est ce qui est magique et en même temps un peu dommage, mais c'est pas très grave. C'est qu'on les oublie. Moi, j'arrive pas à me souvenir complètement de tous les films que j'ai vus. Je sais que je les ai vus, je sais pourquoi je les ai aimés. Ouais. Je sais pourquoi ils me restent. Et parfois, j'échange avec des gens qui ont peut-être une meilleure mémoire que moi ou qui l'ont vu plus récemment. Et ils me disent, mais tu te souviens de cette scène, Et je me dis, mais non, pas tout à fait. Mais du coup, je trouve ça génial parce que ça me permet de les redécouvrir encore une fois. Alors, vous êtes connu pour pouvoir vous transformer physiquement pour les rôles. Il y a eu votre voix pour Monsieur Aznavour, votre poids pour Alpha de Julia Ducournau cette année. Quel est le rôle qui vous a demandé la préparation la plus intense et comment est-ce que vous l'avez abordé? La préparation la plus intense, de manière globale, que j'ai eu à avoir, je crois que c'est Aznavour. Aznavour, vous êtes en... Moi, le mot, c'est plasticité. Parce que je comprends pas comment vous faites. Parce que quand il est pauvre, je vous vois et vous êtes pauvre. Et quand il est riche, je vous regarde et vous êtes riche. C'est gentil. Ça va dans tous les sens, quoi. C'est vraiment c'est vrai qu'il y a un truc très élastique. Quand je vous entends dire plasticité, je pense élastique, mais je pense surtout à une espèce de... Je pense pas avoir vraiment le mot, mais quand on se morphe... Oui, vous vous transformez. Il y a un truc, oui, parce que chez Charles, il fallait adopter... en fait, il y avait beaucoup de choses que je devais... La physicalité, c'est la manière dont il se tient, la manière dont il bouge sur scène, la manière dont il bouge dans la vie, la manière dont il parle, comment il regarde, ce qui le guide quand il bouge. Il y avait vraiment quelque chose de très unique chez lui, mais aussi son ossature qui n'était pas la même que les autres. Son ossature n'était pas pareille? Il avait le coude vers l'extérieur un peu. Et ça m'avait vachement marqué chez lui. Et ça, du coup, avec Fabien, on riait de ça, on disait tout part des coudes. Fabien, un grand corps malade, qui a co-réalisé. Seulement, la montagne de travail que j'ai dû accomplir, parce que je ne suis pas chanteur du tout, je ne sais pas jouer d'instrument à la base, et de devoir apprendre à jouer du piano, et également apprendre à chanter, mais chanter du mieux que je peux comme lui,
Je veux dire que j'ai pensé à abandonner plus d'une fois. C'était insurmontable? Ça me paraissait insurmontable. Mais on l'a fait. Vous n'avez pas lâché? Non. Et ça a été un film très très important dans mon chemin puisque j'ai réalisé que j'ai pu le faire. Ouais. Je pensais que j'en serais jamais capable. Ouais. Non, mais vous êtes hallucinant dedans. Merci. Et pour Alpha, ça a été la préparation physique la plus compliquée que j'ai eue de ma vie. Oui. Perdre plus de 20 kilos quand on n'est pas très épais déjà, il faut s'installer dans un mental de sportif de haut niveau. Il n'y a pas le choix. Sauf que j'aime comparer mon métier à la boxe. Sauf que voilà, celui que je combats à chaque fois, c'est la version rêvée de moi-même dans un rôle. Donc mon sparring partner, c'est moi. Et j'essaie à chaque fois de me dépasser. Ce qui est relou mais cool, c'est que je gagne jamais. mais en tout cas, il y a ce truc-là où il faut vraiment s'installer là-dedans. Sauf qu'un boxeur, lui, il va travailler, il va s'installer pour le jour du combat. Moi, il fallait que je tienne 2 mois. Pourquoi il fallait perdre 20 kilos pour ce rôle? J'avais pas besoin d'aller si loin. Julia était suffisamment satisfaite et un petit peu inquiète quand j'en avais perdu à peu près 15. Mais j'ai eu la sensation je sais pas, il fallait que j'aille plus loin pour aller toucher justement ce vide qu'il y avait qu'il y a, malheureusement, chez les usagers de la drogue. Et eux, ils ont trouvé le seul moyen qu'ils ont trouvé pour remplir ce vide-là à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est justement la drogue. Et moi, j'arrivais toujours pas à trouver. Je pensais que ça viendrait du manque de la nourriture, mais à un moment donné, on l'oublie. Ça passe. De la faim, ça passe. Et il fallait trouver encore autre chose. Et pour moi, ça passait par un dépassement de toutes les limites que je pouvais trouver à ce moment-là, et les limites étaient physiques. Et là, c'est un travail documentaire ou c'est un travail d'instinct? Il y a toujours une part d'instinct, mais il y a une part documentaire. Et documenté. C'est-à-dire que j'ai vu des documents réels. J'aime me baser sur le réel, de plus en plus d'ailleurs. J'ai passé du temps en bénévolat dans une association qui s'appelle Gaïa, qui vient en aide justement aux usagers et qui leur offre un endroit où ils ont peut-être un espoir et une perspective de réinsertion, mais aussi un endroit clairement, au sens propre du terme, stérile, où ils peuvent utiliser du matériel qui est stérile. Et je suis resté là-bas et j'ai pu m'entretenir justement avec des usagers qui m'ont laissé entrer dans leur univers, dans leur rituel. Et ça, c'était la partie où je suis allé chercher le réel, on dira documenté. Et après, oui, effectivement, il y a une partie d'instinct qui se mélange à une fantaisie que je pouvais installer par rapport au cinéma de Julia. Parce que si c'était un cinéma de Ken Loach, je n'aurais pas pu le jouer de cette manière-là. Il faut aussi pouvoir s'intégrer dans le prisme d'un réalisateur quand il a son style à lui. Ah oui, c'est complexe. Oui, mais c'est cool. Et est-ce que cette méthode de travail, elle a évolué avec l'expérience? Forcément. La réponse est dans la question, c'est l'expérience. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre ou explorer si on n'a pas l'expérience. Et je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Et il y a l'expérience, évidemment. Puis ensuite, il y a aussi je sais pas comment dire, mais mon métier n'est pas une obsession, mais je le fais de manière obsessionnelle et j'aime ça. C'est quoi la nuance? C'est-à-dire que quand j'arrête, ça y est, je suis dans ma vie, ça me poursuit pas. Ah, c'est vrai? Oui. Vous sortez des personnages comme... Enfin, parce que ça peut être difficile d'entrer dans un personnage. Est-ce que c'est difficile d'en sortir? Pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'y entrer que d'en sortir. Ok. Ouais. Sortir, il y en a un interrupteur pour en sortir. Ouais, il y a des petits vestiges ici et là, mais négligeables. Ah, il y a des vestiges quand même. Il peut y avoir des vestiges physiques, d'une manière de parler, par exemple, ou de bouger. Ah, le coude? Le coude, il est un peu resté, le coude. Et même la manière de parler est un petit peu restée, mais c'est pas... Je veux dire, en aucun cas, ça affecte le psychologique ou ma vie privée. D'accord. Et je l'imposerai à personne, d'ailleurs. Et c'est lequel, le personnage qui vous a le plus transformé, comme ça? Transformé? Ouais. Ou qui est le plus resté? Oui, voilà, qui est le plus resté. Mohamedou Oslahi. Je peux pas expliquer pourquoi, mais il m'a fallu 3 semaines pour vraiment sortir. C'est un record, hein. Du personnage, j'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui pourquoi, si c'est l'expérience que j'ai traversée, si c'est l'intensité du tournage, si c'est parce que physiquement je le ressemblais encore, parce que j'avais une perte de poids de 10 kilos pour ça, j'avais le crâne rasé, je savais pas si c'était parce que je voyais la même personne le matin sur le tournage que quand je suis rentré chez moi physiquement, je sais pas.
Mais celui-ci a été compliqué. Ouais. C'est resté. Et c'est le seul que vous avez ramené comme ça à la maison ou il y en a eu d'autres Au début, un petit peu. Manque d'expérience. Vous travaillez sur quel projet en ce moment? Là, je viens de terminer une série anglo-saxonne où je joue un hitman, un sociopathe. Mince. Mais très cool, c'est très stylisé. C'est très cool. Je peux pas trop en parler, mais c'est plutôt cool. C'est pas supra dark et tout. C'est un peu addictif, vous voyez, un peu comme ces séries qu'on aime binger. Et là, je prépare le personnage de l'inspecteur Javert pour la prochaine adaptation des Misérables de Fred Cavaillé. Ah ouais, pas mal. Ouais, c'est cool. Pourquoi vous avez dit oui à Julia Ducournau pour Alpha? Parce que je trouve que c'est une immense cinéaste. Elle a une vision du cinéma qui est singulière. Un peu elle est très souvent comparée à Cronenberg, mais pas. Moi, j'y vois du Lynch dans ce film-là. Et c'est un peu comme tous les grands cinéastes qui ont leur propre signature. Si on regarde 2 minutes de film, on sait qui les a fait. Et Julia, elle a ça. Mais aussi, j'avais beaucoup aimé Grave et Titane, et je trouve que c'est un cinéma c'est un cinéma genré, mais extrêmement intelligent, qui a beaucoup de couches. Et elle a ce talent et cette particularité qui fait que quand on regarde l'un de ses films une deuxième fois, on y découvre encore d'autres choses. Et pour moi, les grands cinéastes et les grands films ont ce cadeau-là pour un spectateur. Pour Alpha, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait une dimension en plus qui s'était installée dans son cinéma, où tout à coup, quand je lis le script, je me rends compte qu'elle épouse au bon endroit une forme de sensibilité et d'émotion qui n'avait pas été vraiment explorée dans ces 2 films précédents. Et Alpha est un film qui explore, comme elle sait très bien le faire, le genre et les codes du genre visuel, mais ça n'est pas vraiment un film de genre. C'est un drame familial, contrairement aux 2 précédents. Quand elle vous approche, Julia Ducournau, elle vous laisse seule face au scénario. Tiens, lis le scénario et dis-moi ce que t'en penses. Ou est-ce qu'elle vous explique le projet comme une cathédrale? Elle vous fait visiter la cathédrale d'abord? Non, elle me l'envoie, je le lis, ensuite on se rencontre. Et pendant la rencontre, c'est un moment capital. Parce que c'est là où on se rend compte, déjà, si on parle à peu près le même langage ou si on se comprend. C'est pas grave de pas parler le même langage, mais au moins de se comprendre. Ça se passe hyper bien. On pointe des choses, on est assez d'accord. Et puis aussi, il y a un feeling génial qui se passe, que je ressens, sincèrement, que j'ai du mal à exprimer. Et je me dis, j'espère que je me trompe pas sur ça. Comme si on partageait une espèce de vibration et d'énergie qui était commune, presque intime, comme si, de loin, il y avait Ah ouais. Je sais pas, quelque chose qui connectait. Et un réalisateur, de par mon expérience, et je ne parle que pour moi, on ne le rencontre vraiment que le premier jour du tournage. Ah ouais? Au travail. Ah ouais, la vérité, Avant, c'est ce jour-là. La vérité apparaît là. Ah ouais. Et quelle belle vérité, parce qu'elle est venue répondre à ce que j'avais ressenti. C'est la première fois de ma vie d'acteur où ma relation avec mon réalisateur se passe premier jour, première séquence, première prise, tout s'installe directement. Et je me souviens qu'à la fin des prises, elle vient me voir, elle me dit, bon, je te dis pas grand-chose parce que t'as tout compris. Alors, on s'est beaucoup parlé avant, on a étudié un peu le personnage ensemble et tout. Donc, effectivement, il y a eu quelque chose qui a cliqué tout de suite. Et c'est pour ça que je l'ai appelé mon Lego. C'est incroyable parce que à la suite de ça, ça nous a envoyé dans une espèce d'autoroute de confiance où on s'est mis à nu pudiquement, émotionnellement, et on s'est grandement fait confiance sur tout. Et je crois que c'est ce qui a créé c'est ce qui a créé mon personnage aussi par endroits, parce que c'est une forme de direction, ça aussi. Hein. C'est quoi le conseil le plus précieux que vous avez reçu et que maintenant vous transmettez vous-même? C'est toujours très compliqué de donner un conseil à quelqu'un. Il y en a qu'on vous a donné qui sont avérés bons? Un conseil qui me vient de ma mère, qui le disait à sa manière, mais que j'ai pu, en tout cas, moi... je sais pas si c'est lié au cinéma, mais peut-être. En tout cas, c'est ce que je dis à mes enfants. Je leur dis, ne cherchez pas à grandir trop vite, profitez de votre enfance, sinon vous passerez le restant de votre vie à courir après. Je pense qu'on peut la poser au cinéma aussi. Je pense qu'il faut pas trop avoir conscience, 100% conscience de tout ce qu'on va traverser. Il faut pas trop tout savoir. Je dirais ça, ne cherchez pas trop à tout savoir, à tout connaître.
connaissez suffisamment pour pouvoir pédaler droit et rouler. Mais le reste, découvrez-le, réinventez-le. Laissez-vous oser, n'ayez pas peur. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était sympa. Mon interrogation en m'asseyant aujourd'hui sur le fauteuil du podcast, c'était quel Tahar Rahim je vais rencontrer, à qui je vais avoir affaire. La plasticité de son jeu fait qu'on ne voit jamais vraiment le même Tahar Rahim au cinéma. Qui est l'homme, finalement? Il a réussi à préserver ce mystère. Et ça, je pense que c'est sa force assez incalculable. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Louis Vuitton Extended. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires en compagnie de personnalités visionnaires. Vous pouvez trouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées comme Spotify ou Apple Podcast. Pensez à vous abonner au podcast pour recevoir les notifications, comme ça vous ne loupez aucun épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Louis Vuitton Extended.